bonsoir à tous. Eh bien, maintenant, nous allons approfondir ce livre. On va le feuilleter ensemble avec notre lauréat, qui est donc, si je retiens ce qu'a dit Emmanuel Barbara, à la fois un livre savant, mais lisible. Et je m'adresse un instant à l'autre lauréat, peut-être aussi illustrable, j'espère. Bien, cher Antoine, nous commençons. Alors, Emmanuel Barbara a déjà pas mal effleuré le sujet. Elle nous a résumé en quelques phrases en quoi consiste cette justice restaurative. J'aimerais vous demander, en fait, pourquoi avoir écrit ce livre, ou plutôt ce plaidoyer en faveur de cette troisième voie, disons, de cette troisième voie judiciaire. Au moment où vous l'avez fait, c'est-à-dire le livre est paru en février. Probablement parce que on parle beaucoup de justice restauratrice, c'est très haut, réparatrice, ou de justice transitionnelle ou reconstructive. Tous ces mots-là existent, mais dans le fond, il leur manque une tentative théorique de les justifier. Et donc, vous appelez plaidoyer, moi je dirais c'est un travail de justification théorique pour montrer que la justice restaurative, c'est une vraie justice et qu'elle répond et si on prend les théories de la justice que je fais à différents moments, on peut comprendre sa profondeur, son originalité et sa véritable prétention à être désignée comme une justice. Très bien. Alors, à quand est-ce qui sont en quelque sorte les pères spirituels de cette justice, les premières doctrines, les premières réflexions, parce que c'est une justice, j'ai appris ça en faisant quelques recherches, qui s'inspire de pratiques ancestrales de certains peuples africains, maoris en Nouvelle-Zélande ou indiens d'Amérique du Nord. Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs origines. Celui qui a labellisé ce terme, c'est un auteur américain, Howard Zehr, qui est d'ailleurs qui est protestant et qui est un théologien protestant et aussi un juriste. Et donc, il a réveillé ce terme. Alors, on peut trouver beaucoup d'autres références. Il y a, d'une manière générale aujourd'hui, on le voit bien dans l'écologie, on le voit dans beaucoup de domaines, un intérêt nouveau pour les voies traditionnelles de résolution des conflits, pour un nouveau rapport à la terre, pour un nouveau rapport à la violence, etc. Et je crois que, bien sûr, la justice restaurative n'échappe pas à cette tendance. Mais je dirais, philosophiquement, les auteurs sur lesquels je me suis appuyé, qui m'ont nourri, c'est bien sûr Paul Ricoeur. Je dis bien sûr parce que j'ai eu la chance de travailler avec lui, et un auteur qu'il avait lui-même inspiré, Jean Nabert, ou Emmanuel Levinas. C'est-à-dire qu'il y a des grands auteurs, des grands philosophes qui offrent une pensée tout à fait utile et qu'on peut appliquer et faire tourner, j'allais dire, sur les méthodes nouvelles de justice. D'accord. Alors, j'aimerais que vous nous citiez quelques exemples de justice restaurative réussie, quelque sorte. Alors, on pense notamment aux accords de paix en Colombie, on pense aux juridictions Cachacha du Rwanda, et puis plus près de nous, en France, notamment à la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, mais peut-être ce ne sont pas ces cas qui sont les plus réussis, emblématiques. Si, bien sûr, mais en fait, la justice restaurative, ce ne sont pas des formes, c'est une idée de justice. C'est une idée de justice et qui peut tout à fait se combiner avec la justice procédurale punitive. Si on prend l'exemple de V13 du procès qui a été fait pour les victimes du Bataclan. Les magistrats ont fait d'ailleurs, non sans être critiqués, le choix de faire un procès long de 10 mois et de consacrer une grande partie de ce procès à un face-à-face entre les victimes et une partie des auteurs. La plupart étaient décédés, mais il y avait quand même, ils étaient quelques-uns. Et on a vu que cette hypothèse, ce choix qu'avaient fait les magistrats, a marché.
ces choix ont marché. Et par exemple, aujourd'hui, il y a des victimes qui continuent de voir certains accusés en détention. Mon amie Claudia Mazzucato à Milan a organisé des rencontres régulières depuis des années maintenant entre les anciens brigadistes italiens et la famille des gens qu'ils avaient assassinés. Alors, ça montre bien qu'on n'est pas dans une perspective où la plupart d'entre eux ont été condamnés, et souvent à des très longues peines, et aussi bien la famille d'Aldo Moro que ces gens qui aujourd'hui sont au soir de leur vie éprouvent le besoin de se parler, éprouvent le besoin, et des deux côtés. C'est-à-dire, et je rencontre cela très fréquemment. J'étais en prison il y a un mois. Un détenu disait, voilà, j'ai pris 18 ans pour des coups mortels, ça devait être assez grave. Et aujourd'hui, la famille de la victime n'a pas eu les explications qu'elles attendaient. Et moi, je leur ai pas donné. Et je souhaiterais le faire. Exactement. Ouais. Et donc, ça montre deux choses au moins qui doit nous faire réfléchir, nous autres juristes, c'est que le procès n'est pas un lieu d'authenticité de la parole. C'est un lieu de la parole stratégique qui cherche à trouver la vérité, mais c'est en rien, et ça ne peut pas être un lieu d'authenticité. Et pour beaucoup de victimes et aussi beaucoup d'auteurs, la nécessité d'ouvrir cette dimension, Emmanuel Barbara parlait de cette question de la justice accomplie. Une justice accomplie, c'est quand les hommes ont pu se reconnaître au-delà de la peine. Alors, cette justice dont on l'a vu, comme on l'a vu, qui fait de la réparation de la victime ou de la société d'ailleurs dans des crimes de masse, sa finalité première, elle a aussi ses rites. Ils sont très différents des rites de la justice ordinaire, pénale ordinaire. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de cette ritualité ? Alors, cette quête d'authenticité. Oui, c'est ça. Alors, précisément, je n'emploie pas le terme de ritualité. C'est vrai. J'ai fait ma thèse comme je le rappelais, avec Jean Carmenet, sur le rituel judiciaire. Donc, j'y ai passé un certain nombre d'années de ma vie à penser à la question du rituel. Et précisément, ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas un rituel parce que c'est la victime qui est au centre, et c'est-à-dire que la victime va tenter de retrouver, grâce à tout un dispositif, va tenter de se retrouver elle-même et tenter de dépasser la souffrance qui est la sienne, l'empêchement d'être qui est le sien. Et donc, j'insiste beaucoup sur l'authenticité. Vous savez, quand on entend une victime de violence sexuelle, le délai pour en parler, c'est entre 40, 45, 50 ans. Et donc, on reçoit à la CRR tous les jours des centaines, on en a maintenant traité des centaines, plus d'un millier de gens qui ont passé leur vie entière dans le secret. Quand ils viennent raconter le viol dont ils ont été victimes à 9 ans dans un week-end de Louveteau, ils ne peuvent pas ne pas être authentiques. C'est impossible. Oui. Et ils appellent de la part de ceux qui les écoutent, et puis ensuite de la part de ceux auxquels appartenait leur agresseur. Ça invite à une authenticité qui est aux antipodes de la parole rituelle, qui est aux antipodes de la parole stratégique. Donc, ce qui est important, c'est de soigner la libération par une parole transformative, une parole parlante, dirait Merleau-Ponty, et pas une parole parlée, c'est-à-dire une parole qui va libérer et qui est propre à libérer. Ça, c'est ça, pour nous, l'essentiel. Et puis ensuite, plutôt que la cérémonie rituelle du procès, elle est son équivalent restauratif, elle est dans ce que j'appelle une réunion séparation. Une réunion séparation. Et finalement, pour bien se séparer, il faut se retrouver une dernière fois. Mais c'est vrai des violences conjugales, c'est vrai d'affaires de meurtre, je viens d'en parler, et de beaucoup d'affaires. Et c'est voilà, une victime terriblement battue par son mari, ça se passe au Canada. Elle éprouve le besoin de voir son mari en détention. Elle lui dit, mais je m'en fiche de ce que tu penses de moi. C'est pas toi, je veux que tu saches. Tu veux que tu saches ce que tu m'as fait. Et finalement, c'est moi qui ai besoin de te dire ça. Toi, tu en prendras ce que tu veux.
Et voilà, donc c'est ça, cette dimension transformatrice, réparatrice de la justice. Alors, dans ce dispositif, puisqu'on n'est pas dans des rites, quel rôle jouent les tiers de justice, enfin ceux qui remplacent le magistrat, les avocats? Le tiers de justice, il est en quelque sorte... la justice restaurative, elle est centrée sur la victime et pas sur le coupable. Et moi, j'ai été juge étatique pendant ma carrière. Et donc, en fait, c'est très difficile à comprendre et à accepter que notre justice pénale, elle est ordonnée à la paix sociale. Elle est ordonnée à l'ordre public. C'est une justice d'ordre public où le texte de cette justice, c'est un homme s'est affronté au prince en commettant un crime. Et c'est comme ça depuis le XIIIe siècle. Et donc, la justice transformatrice, réparatrice, elle met la victime, la victime au centre. Et donc, la qualité de tiers, c'est celui qui finalement, elle est... C'est un écouteur, c'est un... Non, un écouteur, ça donne une dimension thérapeutique. C'est quelqu'un qui est entre l'auteur et la victime et dont la mission est adossée à un crime épouvantable. Les religieux, ils aimeraient, c'est la première attitude, mais tous sont comme ça, ils aimeraient qu'on rentre dans une médiation, on va s'arranger, on s'excuse, c'est terrible ce qui s'est passé, combien vous voulez. Bon, une médiation. Mais comment est-ce qu'on peut faire une médiation sur un crime qui a dévasté une vie entière? C'est impossible. Et donc, ce qui institue le tiers, c'est une réalité innommée et innommable qui pèse sur une personne et sur une institution qui s'est comportée comme... finalement, c'est une institution qui annonce le salut, sème la mort. C'est une contradiction insupportable. Et c'est tout cela qui crée la nécessité d'un tiers. Alors, évidemment, quand on évoque la justice restaurative, on pense tous aussi à ce qui se passe aujourd'hui dans la société française, dans les sociétés contemporaines, avec l'éclosion du mouvement MeToo à partir de 2017 en France, mais aussi la mise en place en 2019 de la CIAZ, la Commission sur les abus sexuels dans l'Église. Alors, ma question, c'est est-ce que ces mutations sont-elles l'expression d'une demande de changement du fonctionnement de la justice étatique, voire d'une demande victimaire, j'allais dire, de justice ? C'est beaucoup plus profond. Je pense que l'évolution de notre société, les réseaux sociaux, la période que nous vivons marque une transformation profonde de la démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la demande sociale, notamment des féministes, c'est une demande de répression, de protection, jusque dans la chambre à coucher. C'est tout à fait à l'opposé de la conception de la liberté, qui était la liberté traditionnelle, une conception traditionnelle de « foutez-moi la paix », du privé. Et donc aujourd'hui, cette opposition cardinale du privé et du public, à partir de laquelle nous avons pensé le droit, doit accueillir un troisième terme qui est celui de l'intime. Et aujourd'hui, vous voyez bien, quelles sont les questions qu'agite la société française? C'est la petite enfance, c'est le meurtre de nos gens. Pourquoi? Oui, c'est les EHPAD, c'est bien sûr les violences sexuelles faites aux femmes. Bref, on rentre dans une démocratie sensible. Et l'enjeu d'une démocratie sensible, c'est l'hypothèse que je soutiens avec mon ami Michael Fessel d'ailleurs, c'est que comment on va politiser l'intime? Comment on va transformer ce ressenti, le ressenti, grand mot, comment est-ce qu'on va politiser une nouvelle attente de protection de l'intimité? Parce que la revendication féministe, on la retrouve à beaucoup d'endroits de notre société, c'est de dire occupez-vous de nous, protégez-nous, mais n'amenez pas votre ordre moral avec vous. Mais alors du coup, est-ce que cette demande de protection, de soins, est-ce qu'elle ne remet pas en cause la justice pénale au point de l'obliger à se déconstruire? Elle l'interroge, elle l'interpelle dans sa prétention qu'elle avait à monopoliser la conception de la justice et à dire la justice s'identifie à une forme, la procédure, à un objectif, la punition ou la liberté, et plus profondément à la recherche d'une équivalence entre un mal
subit un mal agi, entre une équivalence entre un préjudice et sa réparation. On fait ça toute la journée en tant que juriste. Et elle est interpellée parce qu'elle voit naître une autre attente de justice, une autre aspiration à la justice, et elle doit se penser comme étant finalement une des formes privilégiées, mais pas la seule de la justice. Je crois que dans la justice restaurative, il y a cette perspective de la restauration, il y a cette perspective de renouer avec la vie, de recommencer son existence, qui est tout à fait nouvelle pour la justice pénale. Oui. Alors dans votre livre, quand vous vous penchez sur le fondement même de la justice pénale ordinaire dans nos sociétés contemporaines, vous expliquez que, en fait, le système est fait pour juger, sans l'avouer, voire en le dissimulant, le fait qu'il opère sur la base d'une vision sacrificielle de la victime. Et c'est précisément cette vision-là que les victimes de violences sexuelles en particulier rejettent aujourd'hui et n'acceptent plus. Et donc, ça, à leurs yeux, ça délégitime l'institution judiciaire. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette idée du sacrifice? C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a l'utopie dans la justice transformatrice non seulement d'une justice, mais d'une société post-sacrificielle. C'est-à-dire, j'ai fait ma thèse, encore une fois, comme je le disais, sur le rituel, à partir d'une phrase de Durkheim et d'un passage du livre de René Girard sur la violence et le sacré, dans lequel il montre que la justice pénale a poursuivi la fonction qu'exerçait le sacrifice autrefois, et dans une période intermédiaire, la tragédie grecque, qui est celle de célébrer un sacrifice à condition que les gens qui le célèbrent ne le voient pas, ne le comprennent pas. Et c'est très vrai de la prison, où beaucoup de gens s'y trouvent en raison d'un déterminisme social, mais ça va beaucoup plus loin que ça. La plupart des prédateurs sexuels sont d'anciennes victimes. À la commission, nous avons recommandé une réparation assez importante d'ailleurs, d'un homme qui a passé 20 ans de réclusion criminelle pour des agressions sexuelles sur enfants, qui a été épouvantablement abusé pendant des années dans son enfance, avec quasiment des actes de barbarie. Et nous l'avons indemnisé parce que nous avons indemnisé la victime qu'il était, qui est devenue l'auteur. Alors, aujourd'hui, je crois que c'est ce que j'ai trouvé chez Ricoeur, que j'ai trouvé chez Lévinas, c'est comment passer d'une réflexion sur un mal qui se confond avec la transgression d'une règle à une confrontation directe au mal qui ne peut pas se rassurer en se disant, il y a eu une transgression. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on le voit d'ailleurs dans beaucoup de domaines. Donc, il me semble que les questions que soulève, et c'est ce que j'ai voulu faire dans mon bouquin, les questions que soulève ces apories de la justice pénale, comment, et en tant que juge des enfants, je l'ai vécu intensément, parce que c'était le moment où un enfant d'un milieu très défavorisé ou battu se transformait en délinquant. Donc voilà, je pense que il y a une invitation à la réflexion dans cette quand on regarde le mal déjuridicisé. Quand nous autres juristes, nous acceptons de regarder une réalité qui ne se résume pas à la transgression d'une règle. En attendant, est-ce que cette demande de la part des victimes qui veulent être reconnues et réparées, et qui sont pour certaines même militantes dans leur demande, est-ce que finalement ça ne met pas une pression de plus en plus forte sur l'appareil judiciaire? Comment est-ce qu'il gère aujourd'hui cette attente et à quoi est-ce qu'on peut aboutir si ça crée cette tension? Alors je crois qu'il ne la gère pas, c'est bien le problème. Il ne la gère pas parce que il y a une réalité qu'on ne veut pas reconnaître, mais que de plus en plus on voit, et tous les professionnels du droit que vous êtes le voient, c'est que on est dans la justice, et notamment la justice pénale, est totalement à bout de souffle. Elle est totalement à bout de souffle, c'est pas une histoire de moyens, c'est qu'elle est, et en plus de surcroît, parce qu'elle ne répond pas aux attentes. Je rencontre énormément de féministes, beaucoup disent on veut organiser un système de justice restauratrice totalement
parallèle à la justice. On ne croit plus dans les institutions pénales. Et regardez Mazan, regardez le Skwarnek, c'est une interrogation qui est très profonde. Et je crois que, en plus, nous allons devant la nécessité de relever des défis sécuritaires massifs, malheureusement, massifs, du narcotrafic qu'on ne maîtrise pas, disons le mot, de la criminalité organisée, des mafias, des tensions internationales, de la cybercriminalité. Bref, on n'y arrivera pas. Et on n'y arrivera pas sans englober dans notre vision de la justice cette possibilité d'une justice restauratrice. Alors, justement, pour parler ou reparler de l'affaire Mazan, on a eu l'impression là que la victime était vraiment, Madame Pellicot était vraiment au centre. Et donc, je me demande finalement, est-ce que la justice ordinaire n'est pas en train de muter, sans le dire, muter de l'intérieur et de s'ouvrir, sans le dire, au restauratif? Je le pense, oui, je le pense. Et j'ai cité V13, mais à Mazan, c'était... Et j'ai pas mal rencontré d'avocates. On travaille d'ailleurs dans la commission sur un retour d'expérience du procès, le Skwarnek. C'est très intéressant parce qu'il n'y a pas une victime, il y a des victimes. Sur les 50 accusés de Mazan, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Il y a dedans, je le note, beaucoup d'enfants abusés. Terriblement abusé, à commencer par l'auteur principal lui-même. Donc, je crois que ce que ça révèle, c'est la nécessité de la punition, à l'évidence, de la répression, de l'action policière pour traquer les réseaux criminels. Ça, c'est une évidence. Et en même temps, ne pas exclure et se pencher véritablement sur ce qu'attendent les victimes. Je rentre du Canada. Le service correctionnel du Canada a réservé la possibilité pour les gens qui veulent régler des faits anciens, très anciens, prescrits, de manière non judiciaire. Et ça a un succès considérable. Ah oui. Et donc, je crois que ça, c'est une hypothèse qui pourrait être creusée. Comment est-ce qu'on évalue finalement si l'objectif de la réparation de la victime est atteint dans une procédure restaurative? Qu'est-ce qui la répare finalement? Quels sont les signaux? Alors, il faut lui donner la parole d'abord. Et toutes les études montrent qu'il y a une constante dans tous les pays sur lesquels on a fait des études. Une victime de violence sexuelle veut qu'on lui parle de la justice restaurative et veut qu'on lui offre la possibilité de la choisir si elle le veut, si c'est son choix. Et c'est très intéressant parce que on a un très faible taux de rapport à la police des viols. On le sait, c'est moins de 10%. Ça a un peu augmenté, mais ça reste moins de 10%. Ça veut dire qu'il y a 90% des personnes violées, souvent des femmes, mais pas uniquement, qui ne portent pas plainte. Et j'ai la conviction, en travaillant sur ce sujet depuis maintenant des années, que si on offrait la possibilité aux victimes d'avoir leur mot à dire sur la voie judiciaire retenue, on aurait un taux de rapport aux institutions beaucoup plus grand. Et ça veut dire qu'il faut penser, entre parenthèses, on ne sait quoi. Ça me frappe encore. On ne comprend pas très bien le préjudice de la violence sexuelle. On croit que c'est comme une violence physique, sauf qu'elle n'est pas visible. Mais c'est pas comme une... Mais à Mazan, on s'est rendu compte de ce que c'est. Et à Skwarnek aussi, on se rend compte de ce que c'est pour une personne qui était endormie. Cette question de la conscience, de la soumission chimique, c'est un autre trait commun entre ces deux procès. Et donc, voilà, il y a tout un chapitre qu'il faut ouvrir calmement, loin des rotomontades sécuritaires qui sont complètement déplacées et que les intéressés eux-mêmes qui profèrent ces discours savent qu'ils sont intenables. Alors, il y a pourtant une loi en France qui date du 15 août 2014 qui a consacré la justice restaurative en ouvrant aux auteurs et aux victimes la possibilité de s'en prévaloir. Or, finalement, on se rend compte qu'en 10 ans, cette procédure a eu un territoire d'expression extrêmement marginal. Elle n'a été utilisée que par 1 millier de personnes, pour l'essentiel sur des crimes sexuels.
Pourquoi? Qu'est-ce qui explique? C'est typique du rapport français à la loi. La loi, c'est un fétiche symbolique. Il faut obtenir une loi. Une fois qu'on a la loi, l'application, on s'en moque un peu, l'évaluation, l'impact, bon. Mais ni les avocats, ni les magistrats ne disent, vous savez, vous pouvez utiliser... Quand les Canadiens disent, mais vous avez fait une loi comme ça, sans mettre 1 euro dans l'institution, c'est une plaisanterie. C'est du chiffon de papier, c'est du discours politique. Les Canadiens se tiennent depuis 30 ans, mais pas que les Canadiens, les Belges à côté de chez nous, francophones, on partage beaucoup de leur culture, ont une vraie politique pénale. Une vraie politique pénale, c'est long, ça ne se touche pas à chaque changement de gouvernement, ça se finance. Et par exemple, je crois que la première chose à faire pour promouvoir la justice restaurative, c'est de former les policiers. Former les policiers, c'est ce que font les pays d'Europe du Nord. Il faut former les policiers, il faut former les procureurs, il faut former les avocats. La demande, après, elle est déjà là, on le sait. Donc, il faudrait qu'on ait enfin une vraie politique pénale dans notre pays et pas comme ça, j'ose pas dire des agitateurs législatifs qui montent leur trophée mais qui n'ont aucun lendemain. Mais par exemple, en réaction à l'affaire de Nogent, lorsque Gérald Darmanin dit qu'il faut modifier le système, faut criminaliser tout de suite, y compris mettre des petites peines, les envoyer en prison, c'est une fausse solution, ça. Écoutez, la délinquance globale des mineurs baisse. Les mineurs qui passent à l'acte de manière classique, comme ça, j'en ai eu, moi, dans mes 12 ou plus années de juge des enfants. Ça arrive, ça existe. Il y a un véritable problème multiforme de la violence, la violence liée au narcotrafic, etc. Ça baisse peut-être, mais ils sont de plus en plus violents, ceux qui... Oui, mais regardons calmement, commençons par considérer que ce problème est un problème d'intérêt public, qui doit être traité de manière bipartisane, suffisamment sérieux pour ne pas alimenter un bavardage médiatique inconséquent. C'est grave, c'est important, et l'affaire de Nogent, c'est très difficile de la prendre. J'entends tout le monde a fait un commentaire politique avant de savoir de quoi il s'agissait. On l'a su hier par le procureur. On sait que c'est un acte incompréhensible, isolé. Ça n'a rien à voir avec les jeunes recrutés comme tueurs à gages par les narcotrafiquants, qui est un phénomène beaucoup plus répandu et malheureusement en progression. Voilà, donc, je pense que les questions pénales devraient, alors que c'est exactement le processus inverse auquel on assiste, devraient être soustraites de façon à être soustraite à cette agitation partisane, de façon à être traitée sérieusement sur le long terme, avec de vraies politiques tenues. Très bien. Écoutez, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions, aimeraient poser une question ou deux à notre lauréat, mais je pense que nous avons là un résumé assez complet de votre thèse, de vos souhaits aussi. Merci à tous.